Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en Côte d'Opale, un territoire qui vit au rythme d'un littoral sauvage enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors cachés que nous vous embarquons aujourd'hui. Notre escapade nous amènera tout d'abord dans le Montreuilois. Vous allez vous régaler de ces coins de nature préservés accueillant une faune exceptionnelle ou de ces spécialités gastronomiques traditionnelles étonnantes. En faisant ça, le sucre il va changer d'aspect, il va perdre la transparence. À l'intérieur des terres, dans la région de Saint-Omer, vous vous laisserez surprendre par une initiation à un sport inédit. Une visite exclusive dans un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale. Ou une promenade au fil de l'eau. Comme je dis tout le temps, le marais est beau par tous les temps. C'est un bonheur permanent d'être en marais, on voit toujours des choses différentes. Enfin, le Boulonnais vous livrera ses paysages grandioses avant de vous dévoiler le secret de ses moules frites. Je suis sûre que celle-ci, elle est belle, elle est couleur abricot. Ah ouais, magnifique. Partons tout de suite à la découverte de la Côte d'Opale, avec ceux qui cultivent et partagent une véritable passion pour cette région accueillante. Notre voyage commence dans le Montreuilois. Entre terre et mer, histoire et nature, vous allez vous laisser surprendre par ce territoire qui va de Montreuil-sur-Mer à la baie d'Authie. Manon est une fille du pays. Médiatrice culturelle, elle aime partager sa Côte d'Opale, celle où il fait bon vivre, celle qui recèle tant de richesses. Elle tient à nous présenter avant tout un des joyaux de son fief, la baie d'Authie. Il faut dire que le paysage vaut le détour. Un vaste site naturel préservé, constellé de grandes mares, appelées Molières, qui lui confèrent tout son charme. C'est plus près de la mer, sur la plage de Berck, que Manon a rendez-vous avec Jonathan, guide nature. Il est justement en train d'observer l'une des nombreuses espèces qui s'épanouissent dans ce décor époustouflant. Bonjour Jonathan. Bonjour Manon, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu regardes de beau? Là je regarde les stars de la baie d'Authie, hein, les phoques veaumarins. Les phoques. Tu les vois sur leur banc de sable là. Et ils ont la belle vie? Ah, ils ont la belle vie, je t'invite à observer leur belle vie, tu verras. Ce sont des animaux très placides. Quasiment disparus dans les années 70, phoques et veaumarins réapparaissent au début des années 80 suite à l'interdiction de la chasse en mer du Nord. Aujourd'hui, la baie d'Authie et sa grande voisine, la baie de Somme, hébergent 60% de la population française de ces mammifères. J'ai tendance à les comparer à des chats. C'est les chats de la mer. Ça mange, ça dort, ça mange, ça dort. Il y a un peu de ça, ouais. Mais alors ça dort beaucoup comme ça? Ah, ça dort toute la marée basse pour faire de la graisse en fait.
qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour se nourrir, attraper du poisson. Ce sont des animaux qui mangent 2 kg de poisson par jour. Et c'est pas du poisson pané comme je dis souvent aux scolaires, hein. C'est du poisson qui va nager très très vite pour éviter de se faire manger. Donc des pointes à 28 km/h dans l'eau. Donc des animaux qui vont se déplacer très difficilement sur le sable, mais dans l'eau, 28 km/h, ce sont des torpilles, hein, c'est des fusées. C'est leur élément. Avec ses 109 hectares d'espace protégé, la baie d'Authie est un lieu de balade exceptionnel. Donc on est quand même assez gâté là-dessus. On peut observer les phoques dans un milieu naturel en baie d'Authie, vraiment préservé. C'est l'un des derniers estuaires sauvages d'Europe. Donc là, on voit, il n'y a aucune construction. C'est magique. C'est mon bureau et je suis vraiment ravi d'être ici. À 3 km plus au sud, la balade dans la baie se poursuit au cœur de l'estuaire, dans les prés salés de Grosflier, pour une dégustation plutôt originale. Voilà Manon, là je t'emmène. On va aller goûter justement les plantes adaptées, hein. Là, on va commencer, je pense, par l'oreille de cochon. Ça pousse comme ça, les oreilles de cochon. Oui, ça pousse, les oreilles de cochon. Hein. C'est pas de la charcuterie, c'est une plante adaptée. Son vrai nom, c'est l'astère maritime. Les oreilles de cochon font partie des nombreuses plantes halophiles que l'on peut trouver ici. Des plantes recouvertes 12 heures par jour par la mer et qui ont dû s'adapter à un environnement très salé. Est-ce que tu les as déjà goûtées fraîchement cueillies, là, directement? Jamais. Moi, je pensais que c'était uniquement cuisiné, Toujours. mais pas Ah cuisiné non, comme ça. non. Là, pour ressentir le côté iodé, hein, le côté marin, le mieux, c'est vraiment, regarde, là, tu vois, C'est goûter. voilà, une oreille de cochon, l'astère Comme ça. maritime. Ah ouais, comme ça, vas-y, tu peux, regarde. Ouais, c'est vraiment pas mauvais. Hein. C'est sympa, hein. Cuisiner comme les épinards, avec une noisette de beurre, ça fond dans la poêle, c'est vraiment très très bon. On peut le faire en beignet, en soupe, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser de diverses façons. Et à côté de ça, eh ben, on a la salicorne. C'est des jeunes pousses, je t'invite Merci. à la goûter. Ouais, c'est un petit goût salé, iodé. Mais c'est des plantes qui sont chargées en sels minéraux, riches en vitamine C. C'est vraiment très très bon pour la santé en plus. On peut récolter la plupart des plantes que l'on trouve ici sur les prés salés, à raison de 500 grammes par jour et par personne. Quittons la baie d'Authie pour nous glisser dans les rues de Berck à la découverte d'une spécialité plus sucrée que salée. Une gourmandise, véritable institution culinaire du coin, que vous pourrez déguster dans la boutique de Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Manon. Ça sent bon ici. Vous êtes déjà au travail? Oui, voilà, donc là je suis parti pour faire donc, des berlingots et des sucettes. Jean-Yves est artisan confiseur. Il régale petits et grands avec une friandise à base de sucre qu'il fabrique devant ses clients. Le fameux succès vert, quoi. Moi, je me souviens déjà toute petite, je venais ici et je vous regardais faire. Le monsieur qui faisait les bonbons, ça, pour les enfants, c'est toujours intéressant. Alors pour beaucoup de personnes, justement, étant donné que la maison est très ancienne, c'est beaucoup de souvenirs. Et les clients, quand ils viennent chercher une sucette, c'est pas seulement une sucette qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher un moment de leur vie. Ouais. Les personnes se rappellent quand ils venaient avec leurs parents ou leurs grands-parents. Souvent, on voit la petite larme à l'œil. Et voilà, on se rappelle quand on était enfant et qu'on avait le nez voilà, au carreau et, voilà, ouais. Et qu'on voyait donc, ce travail. 4 tonnes de sucre passent chaque année entre les mains expertes de Jean-Yves. Du sucre fondu qu'il travaille sur une plaque de marbre huilé. Donc là, je viens de couler mon sucre à peu près à 140 degrés. Donc il est transparent et maintenant, on va lui donner sa couleur. Donc finalement, chaque bonbon est unique en fait. Chaque bonbon est unique. Il faut que c'est très précis. Donc, comme un peintre, hein, je vais chercher des différentes nuances. On va mélanger, on va regarder où on en est. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3 en France à fabriquer des berlingots entièrement à la main, comme cela se faisait autrefois. Donc ça s'appelle comment ça? C'est un crochet? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le filage ou le satinage de sucre.
En faisant ça, s'éclaircit déjà. le sucre il va changer d'aspect. Il va perdre la transparence. Je rajoute de l'air et l'air va venir oxyder le sucre et il change de couleur et il va devenir totalement opaque. C'est un vrai travail de chimiste finalement. Exactement, exactement. Cela fait 95 ans que la famille de Jean-Yves confectionne des sucreries à Berck. Tout a commencé avec ses arrière-grand-tantes d'origine basque. En 1922, elles ont eu envie de s'installer quelque part. Donc elles sont venues à Berck. Et pour personnaliser leur sucette, elles ont décidé de se rappeler de leur région. Donc elles ont fait la sucette berquoise. Mais si on regarde bien, la sucette berquoise, elle a la forme de petits piments à espelette. Alors vous êtes en train de me dire que c'est des sudistes qui ont inventé une spécialité nordiste. Oui, alors c'était les gens qui étaient originaires donc, du Pays Basque. Ils ont ramené leur savoir-faire et du coup, avec les années, c'est devenu la spécialité de Berck. Parmi les 33 parfums qu'élabore Jean-Yves, le plus spectaculaire reste sans doute la pomme tatin au calvados flambé et au vrai morceau de pomme. Un véritable délice pour les amateurs. Laissons là les sucreries de la Côte d'Opale pour nous délecter à présent de son histoire. Manon nous emmène dans sa ville d'origine, Montreuil-sur-Mer. Surnommée la Carcassonne du Nord, cette ancienne place forte est entourée de 2,5 km de remparts en forme d'étoile. C'est sur ces épaisses murailles que Manon retrouve son ami Philippe, l'historien de la ville. Bonjour Philippe. Bonjour Manon. Tu m'as l'air pensif, tu profites de la vue? Il y a tellement d'images qui me viennent en tête. Cette canche, entre autres. Elle est belle, hein? Ah, écoutez, toute l'histoire de Montreuil découle de la canche. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as une petite rivière de 8 mètres, d'à peu près 8 à 10 mètres de large. Autrefois, elle avait pas loin de 2 km. Bien plus conséquente. Et il y avait un port qui a été à l'origine, on pourrait dire, de Montreuil. Bien que situé à plus de 10 km du littoral, Montreuil-sur-Mer fut en effet pendant longtemps un port de première importance. Cette particularité explique le nom usuel de Montreuil-sur-Mer. Ce fut même en 987, lors de l'accession au trône du Capet, le seul port maritime du domaine royal français, et ce, pendant 2 siècles. Il faisait commerce de vin, de pierres, d'armes, mais partait de Montreuil des draps, des tapis qui étaient là. C'était une ville drapière, Montreuil. Drapière. On les retrouvait même très loin même. Très loin, jusqu'à Novgorod en Russie, également à Pise, à Gênes, à Venise, à Madrid. Si tu te promenais dans Montreuil au Moyen-Âge, tu avais toutes les langues qui s'entendaient, tu avais toutes les monnaies qui s'échangeaient, et le port, bien entendu, en profitait. Donc Montreuil était une ville extrêmement riche. Protégée par le roi de France, elle fut une ville franche pendant très longtemps, c'est-à-dire exemptée de certains impôts. Au Moyen-Âge, Montreuil-sur-Mer va alors rayonner sur la région, jusqu'à ce que les caprices de Dame Nature la fassent tomber de son piédestal. À partir du XIVe siècle, ça commence un petit peu justement avec l'encrassement de la Canche. La Canche commence à avoir des îles, donc les gros bateaux viennent moins souvent. Bien après, bien entendu, elle va s'encrasser totalement. Il n'y aura plus que des barges qui Et le pourront port monter. perd de son importance. Ah, bien sûr, il disparaît littéralement. Aujourd'hui, les ruelles pittoresques de la ville, bordées d'anciennes demeures d'artisans aux façades colorées, offrent aux promeneurs d'agréables balades en périphérie des remparts. Dans le centre-ville, ce sont les riches hôtels particuliers qui sont à l'honneur. Ils racontent le renouveau architectural de la ville au XVIIIe siècle. Battre le pavé à Montreuil-sur-Mer, c'est aller à la rencontre de l'histoire. Chaque rue a son anecdote. Ah, et nous voilà arrivés dans la cavée Saint-Firmin, Philippe. Tu n'ignores pas que la cavée Saint-Firmin, c'est l'ancienne route royale et impériale de Montreuil. C'est un véritable toboggan. Les habitants donc, de cette rue passaient des bâtons dans les roues et freinaient la diligence jusqu'en bas.
C'est là que l'expression prend tout son sens alors. Mettre des Mettre bâtons dans les roues, bien vu. Pour la petite histoire, c'est dans cette rue de la Cavée Saint-Firmin qu'a été tournée en 1925 une scène du film Les Misérables. Victor Hugo a en effet situé une partie de son fameux roman à Montreuil-sur-Mer. À quelques centaines de mètres de là, en pleine campagne, les visiteurs ont la possibilité de découvrir un genre d'édifice religieux communément interdit aux laïcs. Un bâtiment de 18 000 mètres carrés dans un état de préservation exceptionnel. La Chartreuse de Neuville. Manon connaît bien ce lieu et l'apprécie particulièrement pour son calme. C'est son ami Patrick qui va nous conter l'histoire singulière de cette chartreuse et nous guider dans ce lieu pour une visite privilégiée. Bonjour Patrick. Salut va Manon. Ça va bien? Très bien, et toi? Bah super. Je suis venue voir le spécialiste de la chartreuse. Quel spécialiste, hein. Bon, Pour que tu m'en apprennes plus. faut que je t'en apprenne plus. Exactement. Sur les 700 ans d'histoire, C'est l'idée. c'est sorti de terre en 1324. Elle a toujours été aussi imposante? Non. La taille un peu gigantesque de la chartreuse actuelle date du 19e. Une chartreuse, hein, sa taille est en fonction du nombre de pères qu'on peut mettre dans le cloître, hein. Les pères, c'est la communauté qui vit dans le silence. Et ce nombre de pères, c'est toujours un multiple de 6. Ah bon? La chartreuse actuelle, hein, c'est une chartreuse où on peut mettre 24 pères. La première chartreuse, hein, était beaucoup plus petite, probablement une chartreuse de 6, peut-être de 12. Plusieurs fois dévastée, puis reconstruite au cours des siècles, la Chartreuse de Neuville a eu une vie tumultueuse. Elle fut même utilisée comme carrière à la Révolution et démontée pièce par pièce. C'est en 1870 qu'un architecte local lui donne sa forme actuelle. Successivement hôpital, hospice, asile, colonie de vacances et même repère d'artistes, cet ensemble de bâtiments, au XIXe et XXe siècle, a eu bien des fonctions. Son architecture a pourtant été pensée dans un seul but, servir la communauté religieuse des Chartreux. Donc là, tu vois, on arrive dans le préau, Le préau. qui est le cœur de la maison haute, en fait, hein, où vivaient les pères. Parce qu'ici, il y a 2 communautés qui vivent sur le site. Les frères et les pères. Exactement. Et ils vivent de façon différente. On dit que les pères, c'est une communauté de moines érémétiques, parce qu'ils vivent en ermite, donc dans le silence et la solitude. D'où le mot ermitage peut-être. Exactement, d'où le mot ermitage. Donc C'est-à-dire chaque petite maison est un ermitage. un ermitage. Et cette vie est vouée à l'étude, à la contemplation et à la prière. En gros, c'est ces activités. L'ordre des Chartreux a toujours été très érudit et très progressiste, n'hésitant pas à intégrer les découvertes scientifiques dans ses réflexions. Et pour que les pères puissent étudier en toute sérénité, ils sont épaulés par les frères. Donc là, c'est la communauté cénobitique, c'est-à-dire qu'ils vivent en cénacle. Donc eux, ils vivent là-bas dans la cour d'honneur. Ils ont chacun une fonction, buanderie, forge, potager, etc. Ils font tourner la boutique, quoi. Tu retrouves ça, voilà, dans toutes les chartreuses du monde. Elles sont bâties comme ça. Après les nourritures de l'esprit, Manon nous propose de découvrir les nourritures terrestres. Elle nous emmène dîner à Dourier, un tout petit village perdu dans la campagne du Nord, qui abrite un estaminet très couru par les gens du coin. On y sert des spécialités traditionnelles typiques de la région, cuisinées par le patron, le très jovial Michel. Bonjour Michel. Ah bonjour Manon, comment vas-tu? Bah ça va. Et vous? Bah ça va, eh ben, écoute, tu tombes bien, je suis en train de faire du pot-de-chevlèche. Pot-de-chevèche. Alors Pot-de-chevèche, c'est quand même un nom Bah c'est pas un nom. commun. C'est un nom qui vient de la Flandre. Alors c'est à base de quoi? De viande, c'est ce que je vois. C'est à base de porc, du veau, du poulet et du lapin. Rien que ça. À l'origine, tu as les ménagères, quand elles partaient au champ, elles mettaient sur le coin du feu tous les ingrédients, le veau, le porc, le poulet, le lapin, avec la gelée. Tu vois, je coupe tous des morceaux en faisant comme ça.
Et elles mettaient ça sur le coin du feu et elles allaient au champ. Et puis en rentrant, elles mangeaient le pot de chevelèche avec une portion de frites, quoi. Hein, parce que le pot de chevelèche va toujours avec les frites. Hein, ça, c'est inévitable. Donc c'est vraiment le plat typique populaire. De la Flandre. Le potchevletch, en flamand, signifie petit pot de viande. Ici, dans Schnorr, on l'appelle aussi plus simplement le potch. C'est surtout un mot impossible à écrire, je crois. Il faut avoir une pomme chaude dans la bouche pour dire de le prononcer bien comme il faut, comme les Belges savent le prononcer. Michel prépare d'abord la gelée qui va donner tout son goût à la viande. Une étape importante qui nécessite de ne rien oublier sur la liste des courses. Couenne de porc, mais aussi pieds de cochon. Ajoutez des carottes, du céleri, des poireaux, sans oublier le bouquet garni, le persil et un ingrédient primordial pour la recette. L'oignon avec les clous de girofle qui donne l'arôme vraiment typique au produit, quoi. La gelée va mijoter une bonne heure. Michel se concentre maintenant sur sa marmite de viande. Je mets le veau et le porc avant parce que ça a tendance à cuire un petit peu plus difficile à cuire. Hein. Là encore, il faut donner du goût. Carottes, bouquet garni, baies de genièvre et clous de girofle. 2 ou 3 gousses d'ail, du vinaigre blanc, du poireau, du céleri branche. Il n'y a pas qu'un seul ingrédient là-dedans, en fait. Ah non, il y en a beaucoup. Il y en a, si on veut, une douzaine, une dizaine. Alors, tu vois, on met un petit peu de vin blanc. Un petit peu. Voilà, pour dire un petit peu. Il n'y en a jamais trop. Tout bien calculé, il y a 17 ingrédients dans le potch de Michel. Des produits qu'il trouve localement. Donc c'est vraiment du terroir. Toute la viande vient du coin. Bien sûr. Alors je remets un petit peu de carotte, tu vois, pour dire de. Toujours rajouter un peu plus de goût. Voilà, c'est. Et c'est reparti pour le festival des saveurs. Chez Michel, les plats sont généreux. Ça commence à sentir bon tout ça. Oui, bien sûr. Avec tout ce mélange de légumes qui sont là. Alors ici, je vais mettre la gelée qu'on a préparée tout à l'heure. Hein. C'est ce qui donne vraiment le goût. Alors maintenant que la cuisson est terminée, on va les mettre dans des terrines. Hein. Et on va les passer au four pour stériliser. Et en plus, pour vraiment finir la cuisson, s'il y avait des morceaux de viande qui étaient un petit peu plus fermes que les autres, là, ça finit la cuisson. On arrose avec un peu de genièvre de houle, un alcool local. Et c'est parti pour une bonne demi-heure de cuisson. Reste à déguster dans la chaleureuse ambiance de l'estaminet de Michel. Manon, regarde ce que je t'apporte là, ici. Le potchevletch que nous avons fait tout à l'heure. On va pouvoir goûter ça. Il n'y a pas de problème, hein, et c'est délicieux. Tu vas voir, tu vas te régaler avec des potchevletch frites, bien sûr. Eh ben, j'en doute pas. Le potchevletch se déguste froid, en terrine et surtout À la bonne franquette. Voilà. Bon appétit et en bon patois à la campagne, à la tienne biloute. Hein. À la bonne. Ouais, c'est bon. Il est vraiment C'est bon. vraiment bon. Et en plus, Ça se sent que c'est du fait maison. Pas de doute, nous sommes bien dans le Nord. Un territoire chaleureux où l'ambiance conviviale n'a d'égal que la beauté et la diversité de ses paysages. Notre voyage se poursuit à l'intérieur des terres, à la découverte de la région de Saint-Omer. Une destination qui propose un visage bien différent de la Côte d'Opale. C'est Bruno, correspondant du plus grand journal régional, qui va nous guider. Curieux et amoureux de son terroir, il connaît tout le monde ici et a déjà arpenté chaque recoin du Pas-de-Calais. Le premier site qu'il nous propose de visiter est un lieu unique, où les habitants vivent en harmonie avec une nature maîtrisée. Le Marais au Domarois. 15 000 parcelles de terre, pour la plupart cultivées, délimitées par 800 km de canaux. Il est 10 h du matin.
Bruno s'est greffé sur la tournée de Nicolas, le facteur du Marais. Une manière originale de découvrir ces lieux avec quelqu'un qui connaît par cœur chaque méandre de ce dédale aquatique. Le Marais, c'est une découverte ou t'es d'ici? Non, moi je suis d'ici, j'ai grandi à Saint-Omer. Et je venais déjà quand j'étais petit dans le Marais, soit en barque avec les centres aérés ou les écoles, ou avec les copains pour se baigner, pour faire les fous, quoi. Donc non, moi je connaissais déjà, avant d'être facteur, je connaissais déjà le Marais. Nicolas et les gens d'ici vivent aujourd'hui au rythme du Marais, un site qui ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il est le fruit du travail acharné des moines des environs qui ont façonné ces terres et ces canaux durant presque un millénaire. Le Marais audomarois est désormais la plus grande zone humide régionale de France, abritant plus de 1700 espèces d'animaux et végétaux. Eux viennent dire bonjour? Jamais. Non? Je le regarde, mais... Pas plus. Une immersion en pleine nature facilement accessible, puisqu'il existe plusieurs loueurs de barques en bordure de marais. Comme je dis tout le temps, le Marais est beau par tous les temps, aussi bien l'automne que ça devient orange, l'hiver qu'il n'y a plus de feuilles avec les petites gelées matinales, le printemps autour bourgeonne, les animaux qu'on voit grandir. C'est un bonheur permanent d'être dans le Marais, on voit toujours des choses différentes. Aujourd'hui encore, les hommes du Marais continuent à préserver ces paysages marécageux et à les mettre en valeur. On les appelle les broucailleurs. Ils contribuent chaque jour à faire l'identité du Marais audomarois. Jérôme est de cela. Il cultive et défend ardemment un légume historiquement associé au Marais. Bonjour Jérôme. Ah bonjour monsieur le Comment tu facteur, vas? ça va bien et toi? Ça va, je t'amène ton courrier. Merci. Bonjour Jérôme. Je te présente Bruno. Bruno, bonjour. Je promène dans le Marais. Une bonne idée, très bonne idée. Je pensais que dans le Marais, on ne cultivait que des choux-fleurs et on y cultive aussi des endives. Maintenant, je ne sais pas si ça s'appelle endive ou chicon. Ah ben, C'est quoi la différence? il n'y a pas de différence. Le chicon, c'est le côté flamand du nom en fait. Qu'on l'appelle chicon ou endive, Jérôme récolte 1500 tonnes par an. Son exploitation familiale est ancrée dans le Marais depuis 1732. Alors quand vous lui posez des questions sur cette chicorée, vous pouvez être sûr qu'il ne vous raconte pas de salade. Alors comment ça se prépare? Comment on arrive à avoir cette carotte et cette plante? Et ben en fait, aux environs du début du mois de mai, on va semer des graines en plein champ. Et on va laisser développer une carotte qui ressemble à une carotte comestible, hein, mais qui est la racine d'endive. Et alors c'est cette carotte, et c'est celle-ci qui va donner la fameuse endive. Alors, mais on l'a dans le champ, ça. Et ensuite, ça, on l'a dans le champ. on la retrouve là. On la ramène en bâtiment. On les met en frigo de manière à ce que l'endive elle soit endormie. Et en deuxième partie, en fait, c'est là où on va voir la croissance de l'endive proprement dite. C'est-à-dire que d'un petit bourgeon qui est là, le germe de l'endive, il va se développer dans le bâtiment au noir absolu. Hein. C'est pour ça qu'elle est bien blanche et bien jaune. Parce que si elle était en pleine lumière, elle serait verte. Et c'est là qu'on a l'endive qu'on va pouvoir commercialiser. Et puis vous, consommateurs, les manger, vous régaler avec. On trouve aujourd'hui l'endive sur tous les étals de novembre à mars. Un produit très populaire qui a pourtant failli ne jamais voir le jour. Jérôme, petite question, comment est venue l'idée de mettre le chicon dans une pièce noire et froide pour pouvoir la cultiver? Je pensais que je t'avais déjà tout raconté sur l'endive. Bah écoute, non, j'ai loupé un épisode. Et ben, il y avait un jour un monsieur qui avait mis un tas de racines de son jardin, qu'il avait mis dans sa cave, et ça s'est mélangé avec ses pommes de terre ou je ne sais quelle carotte de son jardin. Et au beau jour, après l'hiver, parce qu'il avait mis de la paille, et il avait mis dans sa cave pour éviter que ça soit gelé, ces carottes, et ben, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui s'est développé. Et puis il a eu l'idée de la goûter, et c'était super bon, c'était les prémices de l'endive. Quittons maintenant le Marais et son cadre naturel pour nous intéresser à de toute autre richesse. À une vingtaine de kilomètres plus au sud, la ville d'Aire-sur-la-Lys propose un patrimoine plus urbain où la pierre façonnée par l'homme raconte l'histoire de la région. C'est Gérard, historien local et ami de Bruno, qui va nous éclairer sur les édifices remarquables de son fief. Bonjour Gérard. Bonjour Bruno. Même avec le temps, tout le temps en admiration de mon vieux machin. Ce vieux machin, c'est le bailliage, symbole du passé glorieux d'Aire-sur-la-Lys. C'est quand même le joyau. C'est effectivement le joyau d'Aire-sur-la-Lys. Alors ce bâtiment, il est unique
parce que c'est un témoignage de la Renaissance flamande et il n'en existe aucun dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas. De cette importance-là, non. Non. Tous ont été détruits. Ce bâtiment date du tout début du XVIIe siècle. Une époque où Aire-sur-la-Lys, cité catholique, vit du commerce et a les moyens de s'offrir ce symbole de prospérité. Alors sur cette façade, sur l'attique de cette façade, vous avez les 4 vertus cardinales qui sont représentées par 4 jeunes femmes. Alors les vertus cardinales, de gauche à droite, vous avez d'abord la prudence, avec comme symbole son miroir. Ensuite, la justice. La balance et le glaive. La balance et le glaive. La force, la jeune femme qui va déceler la colonne. Et enfin, la tempérance, avec un symbole assez rare, puisqu'elle tient dans ses mains les rênes et le mors du cheval. C'est pour brider les élans fougueux de l'étalon. Qu'on peut ramener effectivement aux élans fougueux du mâle. Du mâle. L'autre monument d'Aire-sur-la-Lys, c'est le beffroi. Il a été reconstruit et modifié à maintes reprises. Celui que l'on connaît aujourd'hui date du XVIIIe siècle, possède 7 étages et 236 marches. Gérard est l'un des rares à en posséder les clés. Nous le suivons sur le toit pour une visite exclusive. Quel privilège! La collégiale, les monts de Flandre, les terris. Nous sommes à la limite, à la frontière entre l'Artois et le plat pays qui correspond aux Flandres. Ce monument d'Aire-sur-la-Lys est l'un des nombreux beffrois qui font partie du patrimoine architectural du Nord. Trouvant souvent leurs origines au Moyen-Âge, ils avaient une fonction principale bien précise. Alors on est sur une tour, sur le beffroi, en face une autre tour. Il y a une rivalité. Une rivalité entre les deux? Il y a une rivalité. Entre le clergé et le bourgeois? Le pouvoir religieux avec le clocher, et puis nos bourgeois, pour asseoir leur pouvoir, leur nouveau pouvoir, dès l'origine, des beffrois d'ailleurs, dès le XIe et le XIIe siècle, construisent une tour, une première tour en bois, et par la suite, on améliore le système. Alors laquelle est la plus haute? Qui a gagné? Disons par respect, on laisse la tour de l'église plus haute. Partir à la découverte de la Côte d'Opale, c'est s'imprégner de son histoire, mais aussi de ses coutumes. À Wizerne, Bruno va maintenant nous faire découvrir une discipline ancestrale qui daterait du 5e siècle, le tir à l'arc à la verticale. Ah, salut Bruno. Ça va? Ça y est, t'es venu? Oh là là. T'es décidé à venir essayer? Bonjour Stéphane. Bonjour Bruno. C'est aujourd'hui que t'essayes? C'est aujourd'hui que j'essaye. T'es la star ici, c'est président national, roi, 3 fois. 3 fois de suite. Et qu'est-ce qu'on fait là? Là, je suis en train de regarnir la perche. Les oiseaux qui ont été abattus, il faut les remplacer. Les oiseaux, ce sont ces drôles de cibles qu'Hubert et son partenaire placent méticuleusement sur la grille. Et pourquoi ça s'appelle les oiseaux? Est-ce que ça a une... Est-ce que c'est par rapport à l'origine peut-être? Il y a une des origines du tir à l'arc, je ne sais pas si c'est la bonne, qui prétend que le tir à l'arc à la perche verticale vient des marins qui sur les voiliers pour passer le temps, accrocher un oiseau en haut du mât et tirer après. Bruno va maintenant passer à la pratique. On va la remettre en position de tir. C'est quand on voit le mât s'élever à plus de 30 mètres de hauteur que l'on comprend toute la difficulté de l'exercice. Allez, on remonte. Les tireurs tentent de toucher les oiseaux. Plus la cible est élevée, plus ils marquent de points. Mais attention aux flèches. Dessous, est-ce que c'est dangereux? On prend parfois une flèche sur le crâne? Ça arrive. Mais bon, si c'est sur le crâne, c'est douloureux, mais c'est pas le pire. Bon, il faut éviter, Par exemple, on dit que si on voit une flèche arriver sur un archer, il ne faut surtout pas le prévenir. Il ne faut surtout pas lui dire attention, parce que son réflexe, ça sera de lever sa tête. Et ben, tu comprends que si tu lèves ta tête au moment que la flèche arrive, ça peut être dans ton œil ou dans ta bouche. Moi, j'en ai pris 4 sur la tête, c'est bien. Il faut dire qu'Hubert pratique ce sport depuis 50 ans. Bruno est donc à bonne école.
Alors tu essaies toujours d'avoir tes pieds perpendiculaires au poteau de la perche. Ensuite, la position des pieds. Ouais. Et l'arc tourné vers la perche. Comme ça? Oui. Ensuite, il y a un petit truc pour... Il faut bien te cambrer. Bien me cambrer. Bien dresser, bien tendre ton bras gauche. Tourner l'arc vers la perche. Par là. Voilà. Et tirer le maximum. Le coude dégagé pour pouvoir... Voilà. Vas-y, encore un peu. Ça va pas être mal, ça. Ah, non, voilà, t'es dedans. Bon. Laissons là nos sportifs locaux et continuons notre parcours pour nous rendre à quelques centaines de mètres de là, dans la même commune de Wizerne, sur un site qui a laissé de sombres empreintes dans la région. Avec Bruno, nous allons pénétrer dans les entrailles de la coupole d'Elfaux, l'un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu aujourd'hui ouvert au public que dirige Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est frais ici. Oui, il fait 7 degrés ici. Alors c'est aussi frais aujourd'hui que c'était glacial il y a un peu plus de 70 ans. Tout à fait. Alors ici, il y a 70 ans, c'est une base militaire. Des trains chargés de fusées étaient censés arriver d'Allemagne, rentrer dans ce tunnel, être déchargés et être ici stockés dans le but d'être tirés un peu plus tard. Ici, il devait y avoir un stockage de 500 fusées. Ces fusées qui devaient arriver en masse ici, dans ce petit coin de campagne tranquille du nord de la France, ce sont les tristement célèbres fusées V2. Des bombes révolutionnaires d'une puissance dévastatrice, censées renverser le cours de la guerre. Les ingénieurs nazis devaient finir l'assemblage ici, puis les lancer vers leur objectif. Mais le V2, c'est terrible, ça. Et quand ça tombe, ça fait un dégât énorme. Oui, c'est le premier missile de l'histoire, ça emporte 1 tonne d'explosifs et ça détruit l'espace d'un quartier. Mais surtout, c'est une arme terroriste. C'est fait pour tuer des civils. Voilà le terrifiant projet qui se dessinait à la coupole d'Elfaux. Un plan qui n'a jamais vu le jour, puisqu'à l'été 1944, la Royal Air Force bombarde Elfaux et réussit à stopper net l'avancée du chantier. Les 55 000 tonnes de béton armé de la coupole ne sont donc pas suffisants pour protéger les stocks et la rampe de lancement des fusées V2. Une catastrophe est alors évitée. Et cette vue en face, c'est quoi? Alors, en face, c'est l'Angleterre, en fait. Le site n'est pas choisi par hasard. Il est choisi pour être à peu près à 200-250 km de la ville de Londres, la portée efficace des V2. Donc, Londres, c'est tout droit par là. Il met combien de temps le V2 pour aller sur Londres? Alors, un vol de V2, ça prend environ 5 minutes pour arriver dans le centre-ville de Londres. Comme ça vole très vite, au-delà de la vitesse du son, eh bien, vous ne l'entendez pas arriver. Le but du site ici, c'est d'envoyer 50 fusées V2 par jour sur Londres. Alors, c'est pour faire plier la population londonienne, pour les forcer à demander la capitulation, l'armistice à l'Allemagne, très rapidement. À l'intérieur de la coupole, on retrouve l'histoire de la fusée V2. Après la guerre, les Alliés se sont appropriés cette technologie destructrice et s'en sont servis afin de créer les fusées qui furent plus tard à l'origine de la conquête spatiale. Les visiteurs les plus curieux pourront même découvrir un planétarium en 3D pour se lancer à l'assaut des étoiles. Pour l'heure, gardons encore un moment les pieds sur terre. Notre balade à la découverte de la côte d'Opale nous entraîne maintenant vers le Boulonnais. Un territoire au paysage grandiose, parcouru de côtes préservées et de falaises vertigineuses. C'est dans ce décor sauvage que Séverine aime se ressourcer. Elle a d'ailleurs choisi d'y travailler puisqu'elle contribue à la promotion d'un site naturel qui s'étend du cap Grinet au cap Blanc-Nez, au nord-ouest du Boulonnais. Avec elle, vous allez faire la connaissance de Myriam, qui propose un produit caractéristique de la région sur son petit stand du port de Calais. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis venue chercher les meilleurs moules de la Côte d'Opale. Je m'en vais dans un gisement à Ningres. C'est magnifique. Ouais. Tu vas voir, tu vas adorer. Je t'embarque. Bon, allez. c'est parti. On y va? Allez, let's go. Allez, bien. Myriam pratique la pêche aux moules.
Décorée au titre de chevalier de l'Ordre national du mérite dans le cadre de son activité, elle se passionne depuis toute petite pour ce mollusque. Elle le récolte dans un site aux allures de carte postale. Alors ici, c'est un des plus vieux gisements de la Côte d'Opale. C'est vraiment à l'état pur, c'est naturel. Myriam récolte les moules sur la plage de Ningles, au sud de Boulogne-sur-Mer. Elle s'accroche sur un ensemble de rochers bien connus des locaux. Regarde, il y a un joli rocher là. Ah ouais. Il y en a des belles grosses là. Petite particularité, ce sont des moules sauvages. Les pêcheurs à pied qui travaillent à l'ancienne sont extrêmement respectueux du site. Ils sont encore une cinquantaine sur la Côte d'Opale à prélever leurs produits sur des gisements naturels. Et Myriam, c'est quand même un outil de travail assez rigolo. Aller travailler avec une cuillère. Bon, Oui. Ton bureau est sympa, mais ton outil quand même est assez original. Mais oui, et si je prends la cuillère, c'est parce que si tu veux, ça permet de ne pas arracher les autres. On est quand même des prédateurs, mais on peut être des prédateurs intelligents. Issue d'une lignée de marins qui pratiquent la pêche depuis le Moyen-Âge, Myriam défend son métier corps et âme. Elle a pour projet de créer des ateliers pédagogiques et une formation de pêcheurs à pied. Oh, mais regarde Myriam, là je viens de cueillir une belle moule, mais à côté j'en ai deux petites. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Les je deux peux pas les petites, prendre. tu les remets. Ah non, tu peux pas. Mais t'inquiète pas, tu les poses. Et Ouais. en fin de compte, elles ont un esprit naturel. Au moment de la remontée de la marée, elles vont sentir la marée. Donc pour se raccrocher, elles vont lancer un byssus. Elles lancent des fils comme les araignées, ça s'appelle un D'accord. byssus. Elles vont se raccrocher l'une aux autres. Quand tu fais les moules, quand tu prépares les moules chez toi, c'est ce qu'on appelle la barbe qu'on essaie de retirer. Voilà. C'est ça. La partie de pêche touche à sa fin. Myriam et son mari remontent les moules sur leur fidèle vélo bricolé. Il ne reste plus qu'à les cuisiner. Aujourd'hui, Myriam a choisi d'accompagner ses moules avec un fromage à la chicorée, un pur produit issu du terroir. Elle y ajoute quelques champignons et des olives pour donner de la texture. Voilà pour la sauce. Quant à la cuisson des moules, c'est tout un art. On bat toutes les moules? Vas-y. Je te mets tout? Non, surtout pas. Surtout pas. Ah d'accord. Alors je vais t'expliquer. Quand Ouais. on charge trop son faitout, ce qui se passe, c'est que tu as des moules qui cuisent et d'autres qui meurent étouffées. Et tu rates ta cuisson. Ok. D'accord? Les moules, il faut les laisser vivre avec la chaleur. Il faut leur laisser l'espace pour s'ouvrir. Et ça cuit très très vite, tu vois. À 7-8 minutes à feu vif. On y va? Maxi, on y va. Voilà. Allez, une petite moitié. Les moules sont cuites à part pour exprimer toute leur saveur. Il ne reste plus qu'à déguster. Ah, super. Allez, voilà nos petites moules de pays. On va enfin pouvoir les goûter, ces moules qu'on a cueillies avec amour. Voilà. Super. On ajoute la sauce bien chaude au dernier moment. Un régal. La frite dans la sauce, c'est Le merveilleux. petit bonheur. Les petits bonheurs simples de la vie. Voilà, tout simplement. C'est d'enfer, franchement. Et c'est vrai que l'association avec le fromage, tu sens, enfin, c'est super bon. Tu aimes? J'adore. Après ce savoureux repas, Séverine nous propose de prendre un bon bol d'air. En bord de mer, à une quinzaine de kilomètres plus au nord, plus exactement au fort d'Ambleteuse. Un édifice unique en son genre, posé sur un rocher de grès qui veille sur une grande plage de sable. Jean-Yves en est le gardien. Il est aussi et surtout l'un des acteurs principaux de sa restauration. Bonjour Séverine. Bonjour Monsieur Méraud, vous allez bien? Très bien. Merci de m'accueillir et puis de m'en dire plus, parce que c'est vrai qu'on connaît tous le fameux fort d'Ambleteuse sur la Côte d'Opale, mais Personne ne sait réellement ce qu'il est. voilà, je suis là pour ça. Son fort, cerné par les eaux à marée haute, Jean-Yves le surnomme affectueusement le Mont Saint-Michel des gens du Nord. Bien que plus modeste, il n'en possède pas moins une histoire tout aussi intéressante. De quand date-t-il ce fort? Ce fort date du XVIIe siècle, 1680-1690. Louis XIV le fait construire par Vauban, parce que Louis XIV avait l'ambition de faire dans l'estuaire du fleuve Slack un port de guerre qu'il voulait le plus beau et le plus sûr d'Europe. Sur Ambleteuse. Sur Ambleteuse. Et Louis XIV fait donc construire ce fort dans le cadre d'un projet d'envahir l'Angleterre.
Le projet d'invasion est finalement abandonné à cause de l'ensablement du port et des forts courants dans la baie. Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III s'intéresseront également à la position stratégique du site. Les Allemands y installeront finalement une casemate d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. Le fort était en ruine à la sortie de la guerre, dans les années 60. En 1965, il est classé monument historique. En 67, mon père, le docteur Jacques Méraud, crée l'association des Amis du Fort, qui achète le fort pour le franc symbolique. Donc le fort, en plus d'être un monument rarissime, est un des rares monuments à être propriété d'une association. C'est un groupe de personnes qui se sont dévouées et depuis 50 ans on travaille, maintenant la relève est assurée. C'est le seul fort en mer encore debout au nord de Cherbourg, il n'y en a plus d'autres, et c'est le seul fort en mer encore debout des 7 qui défendaient la rade de Boulogne sous Napoléon. Grâce aux efforts de Jean-Yves et de ses bénévoles, le fort d'Ambleteuse fait aujourd'hui partie du patrimoine qui compte sur la côte d'Opale. Séverine nous propose maintenant de découvrir un autre symbole de la richesse des terres du Nord. Une production inévitablement associée à ce coin de France. Pour nous la présenter, elle nous amène à Tardingan, 10 km plus au nord, à la rencontre de Christophe, un amoureux de son terroir. Alors là, on est dans ton champ d'orge, c'est ça Christophe? Oui, tout à fait. On se situe au cœur du grand site de France des Deux Caps. Ouais. Et c'est ici qu'on cultive notre orge. Christophe est brasseur. Il fait pousser lui-même la quasi-totalité de son orge. En fait, pour faire une bonne bière, il faut avoir de bonnes matières premières. Et donc l'idéal, c'est de cultiver ces matières premières. C'est une céréale barbue, regarde comme elle est barbue. Hein. L'orge est une culture qu'on sème fin février, début mars et qu'on récolte au mois de juillet. C'est une culture à cycle court et donc le climat maritime s'y prête à merveille. Ouais, bah heureusement qu'elle s'y prête à merveille parce qu'on est quand même des buveurs de bière ici. Bah oui, on est dans le Nord, on n'a pas de vigne mais on a du houblon et de l'orge. Au début du XXe siècle, plus de la moitié des brasseries recensées en France étaient installées dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour Christophe, implanter sa ferme brassicole ici était une évidence. En 15 ans, il a déjà créé 9 bières artisanales différentes. La composante principale qui les distingue les unes des autres, c'est le malt. Et alors donc ça, c'est l'orge, hein, c'est ça? De ton champ? Oui, c'est fabriqué à base d'orge, mais c'est du malt en fait, c'est pas de l'orge. Hein. Donc le malt, c'est quoi? C'est l'orge qui est germée et séchée. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'orge telle quelle pour fabriquer de la bière, il faut le transformer en malt. D'accord. Ça, c'est un malt, ce qu'on appelle de type Pils, hein, pour faire une bière blonde. Et on peut sécher plus fortement pour faire de la couleur, pour faire un malt caramel, un malt ambré, pour faire des bières de différentes couleurs. Et on va ici jusqu'à de la torréfaction. Ouais. Alors ça, en fait, c'est de l'orge grillée. C'est un grain cru qui est torréfié. Ouais, torréfié comme le café, ça sent un peu. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est chaud comme Alors en comme fait, parfum. Finalement, la bière, c'est une recette. Hein. On assemble différents types de malt ou de grains crus pour faire telle ou telle bière. Contrairement aux brasseries industrielles, où la bière est rapidement filtrée, celle de Christophe reste en garde dans ses cuves pendant 3 semaines minimum pour s'affiner et développer leur caractère. Cela leur donne un goût très prononcé. Christophe a voulu travailler ainsi ses produits pour qu'ils s'inscrivent dans la longue tradition des bières de haute fermentation du nord de la France. Notre balade en Côte d'Opale s'achève dans un lieu des plus raffinés, le château d'Ardelot. Un manoir néo-gothique, étonnant vaisseau de pierre posé en pleine forêt, face au petit lac des Miroirs. Pour s'en faire expliquer l'histoire, Séverine a rendez-vous dans les jardins de style Tudor, situés à l'arrière du château. C'est Valérie, la directrice de l'établissement, qui nous accueille. Bonjour Valérie, tu vas bien? Bonjour Séverine. Bon écoute, je suis super contente que tu m'accueilles dans ce château qui m'est cher parce que je viens m'y balader régulièrement avec les enfants. Sur la côte d'Opale, l'architecture du château d'Ardelot dénote. Pour en arriver à ce décor singulier, l'édifice a subi bien des modifications. Depuis ses origines au XIe siècle, il est tombé en ruine et a été reconstruit plusieurs fois. Au XIIIe siècle, le comte Philippe de Hurtel construit ici un château fort. Ce château fort
Sera renforcé au XVe siècle pour résister aux attaques anglaises. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, reine catholique très pieuse, rase le château occupé par des protestants. En 1791, les ruines sont vendues comme bien national. Différents propriétaires privés reconstruisent peu à peu Ardelot et apportent chacun leurs modifications au château. Jusqu'à le rachat par un autre propriétaire en 1865 qui s'appelle Henri Gaille et qui là va construire le manoir néo-Tudor tel qu'il est aujourd'hui. Une architecture très anglaise. Le château d'Ardelot s'inspire clairement du château de Windsor. L'un des derniers propriétaires d'Ardelot, Sir John Whitley, cofondateur du Touquet Paris-Plage, souhaitait d'ailleurs en faire une station balnéaire pour la haute société britannique et française. Sir John Whitley, en 1897, a racheté le château et en a fait un clubhouse, un lieu mondain. Aujourd'hui, le château d'Ardelot est un centre culturel qui évoque en son sein l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Chacune de ses pièces et des objets que l'on peut y admirer raconte les relations franco-britanniques qui ont été souvent tumultueuses. Autrefois un passage obligé pour relier les deux rives de la Manche, la Côte d'Opale est aujourd'hui un territoire qui raconte bien des histoires. Ainsi s'achève notre voyage à la découverte de cette accueillante région.